pour ne pas subir les foudres des organisateurs, nous allons commencer, si vous voulez bien, maintenant. Il est 11h15 ou 16, 17. Bien, chers pères, chères sœurs, chers collègues, chers amis, je me réjouis à bien des titres, évidemment, et avec tous les membres de la commission historique, de la tenue de ce colloque qui devrait en effet enrichir la moisson de celle-ci, de cette commission historique, et je l'espère augmenter ses chances de résultats. Ce qui me frappe de plus en plus, enfin depuis très longtemps, mais de plus en plus à la lecture des œuvres de Don Guéranger, ce qui me frappe, c'est que à travers sa personne et son œuvre, en quelque sorte, sont cumulés presque tous les secteurs de réalité du XIXe siècle, maints foyers réflexifs et d'incroyables et nombreux domaines d'activité. Je les cite pêle-mêle, hein. La période post-révolutionnaire, le Concordat dont il sera question demain, la Constitution civile du clergé, évidemment, not the least, la restauration de la liturgie comme lieu théologique fondamental, non pas simplement comme option ecclésiastique ou ecclésiale. Également sa curiosité philosophique. On pourrait citer également toutes ses instructions, ses voyages de fondation, son accompagnement spirituel. Je m'en tiens là, mais comment tout cela a-t-il été possible en un seul homme, si ce n'est parce qu'il fut sans doute un travailleur infatigable, mais aussi un homme de la vie contemplative et de la foi éprouvée dans une époque troublée, où à la fois l'Église expérimentait le délitement, l'effondrement dans la formation des clercs, et en même temps des élans missionnaires. On sait qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les congrégations missionnaires se sont incroyablement multipliées en France, missionnaires du monde entier. Je pourrais citer aussi, par l'intermédiaire des écrits dont les prémices de la crise moderniste, qui va exploser à partir de 1893, notamment jusqu'à la période Saint-Pédis. Alors, évidemment, ce colloque devrait mettre en lumière, en quelque sorte, les facettes de ce kaléidoscope géant qu'est la personne et qu'est l'œuvre de Don Guéranger. Et nous le savons grâce aux archives qui attestent pleinement de ce que je viens de dire. Et donc, il sera question dans un instant, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous le père Don Couillot, qui est archiviste depuis donc 2018. Hein. Donc, vous êtes un jeune archiviste dans tous les sens du terme. Et donc, vous allez nous faire part, comme le titre l'indique, de la constitution et de la valorisation des archives de Don Guéranger. Un petit discours de la méthode avant de lui laisser la parole. Vous allez intervenir, comme d'ailleurs votre successeur, environ 30 minutes, donc 29. Suite aux deux interventions qui se succéderont, il y aura place pour une discussion brève. Formez vos questions et s'il vous plaît, là aussi je le dis, dans une disposition humanitaire, vous n'êtes pas obligé de faire une conférence quand vous posez une question. Mais enfin, vous pouvez quand même élaborer la question, bien évidemment. Voilà. Mon père, vous avez la parole. Merci, Monsieur l'abbé, d'avoir introduit ma communication. Bonjour à tous. Retracer l'histoire des archives personnelles de Don Guéranger présente un intérêt majeur. 150 ans après le rappel à Dieu du premier abbé de Solesmes, pour la simple raison que cette histoire n'a jamais été entreprise pour elle-même. Certes, mon prédécesseur immédiat, Don Louis Sautner, avait esquissé quelques traits de cette histoire en 1975, mais dans la perspective plus large de l'histoire des archives de Solesmes en général. L'intérêt s'accroît si l'on songe que depuis 1975, les archives de Don Guéranger ont considérablement évolué, tant du point de vue de l'archivage que de leur utilisation.
Enfin, la cause de béatification relance la nécessité d'un historique précis. Les nombreux tours et détours de cette histoire méritent une exposition détaillée. Je me limiterai ce matin à une présentation de synthèse qui comprendra 4 parties. La première, les archives de Don Guéranger de son vivant. La seconde, les archives de Don Guéranger après sa mort et jusqu'en 1975. La troisième, les travaux entrepris pour le centenaire de 1975. Et la quatrième, de 1975 à nos jours. Vous l'aurez compris, la date du centenaire est charnière. Chacune de ces périodes présente des spécificités, des apports et des interrogations propres qui n'intéressent pas seulement les méthodes et les questionnements de l'archivistique ou de l'histoire avec ses multiples regards sur le passé, mais également la compréhension par les moines eux-mêmes du rôle et de la personnalité de Don Guéranger. Première partie, donc, les archives de Don Guéranger de son vivant. On le sait, la fonction des archives rejoint leur nature. Elles sont d'abord le moyen pour prouver des droits. Elles désignent également tout type de documents produits ou reçus par une personne ou un groupe donné. Elles sont enfin toutes les sources premières de la connaissance du passé. Or, Don Guéranger avait une forte conscience de l'importance des archives pour un monastère avant même de songer aux siennes. Ayant étudié les règles communes et particulières de la congrégation de Saint-Maur, il entendait les appliquer à Solesmes dans la mesure du possible, et cela dès la fondation du monastère. Ainsi, avant même l'approbation romaine des constitutions de 1837, le petit règlement de 1833 prévoit explicitement la nomination par le prieur d'un membre de la société préposé à la rédaction des procès-verbaux et la collation d'une charge d'archiviste. L'abbé Guéranger, qui n'est pas encore Don Guéranger, adopte aussi, dès la fondation du monastère, l'usage d'avoir recours à un secrétaire particulier. Il est facile de comprendre tous les bénéfices que ces dispositions, prises dès le début de la restauration de Solesmes, apporteront par la suite. Il convient cependant de nuancer ce premier point. En effet, si Don Guéranger a veillé à la conservation des pièces officielles venant de Rome, des évêchés ou du chapitre de Solesmes, il serait anachronique de chercher dans l'histoire de son abbatiat une quelconque mise en place d'un service d'archives tel qu'on le conçoit aujourd'hui. L'archivistique, avec ses principes et ses procédés, ne se développe en effet véritablement comme science qu'au XXe siècle. Ainsi, l'absence d'une approche globale et d'un plan méthodique a entraîné des lacunes, des pertes et des mélanges. Ces défauts ont été parfois même accentués au fur et à mesure des générations et de la succession des archivistes. Cela étant dit, en quoi consistent les archives de Don Guéranger de son vivant? Comment et où sont-elles conservées? Il n'est pas aisé de répondre à ces questions car, du fait des multiples vicissitudes de l'histoire de la communauté, ces archives ne nous sont pas parvenues telles que Don Guéranger et son secrétaire les avaient organisées. Cependant, plusieurs éléments de réponse peuvent être glanés çà et là, en particulier dans les chroniques et les journaux personnels des moines. Citons à titre d'exemple Léandre Fontaine dans ses souvenirs rédigés en 1879, qui parle de son service de copiste pour la correspondance de Don Guéranger, en l'occurrence avec Monseigneur Bouvier, l'évêque du Mans. On peut également citer Don David, qui écrit dans sa chronique que Don Fontaine, donc le premier compagnon de Don Guéranger, avait été nommé par lui garde des sceaux, c'est un bien grand mot, mais enfin c'est l'expression, garde des sceaux, secrétaire du chapitre et archiviste. Rappelons également que Don Bérangier et Don Logereau auront un rôle particulier, car le premier était secrétaire personnel de Don Guéranger pendant plusieurs années,
et il a laissé une volumineuse chronique actuellement conservée dans les archives de Ganagobi. Quant au second, Dolojro, il a effectué avec l'aide de Don Menot un important travail de collation des écrits de Don Guéranger immédiatement après sa mort. Lorsqu'on sait que Don Guéranger a conservé presque toute la correspondance qu'il a reçue depuis 1828, lorsqu'on sait aussi que le nombre de ses lettres s'élève à plus de 20 000, avec plusieurs centaines de correspondants, on peut juger du travail que cela représente pour son secrétaire et la nécessité évidente d'établir un cadre de classement, même sommaire. Malheureusement, de toute cette mise en forme, rien ne nous est parvenu de précis. Il n'est resté que des boîtes cartonnées qui ont sagement et silencieusement traversé les décennies dans des armoires et dans des caisses. Quant aux autres papiers personnels de Don Guéranger, ses lettres d'ordination, ses passeports, ses carnets de voyage, son diaire, ses notes de conférence, ses discours et allocutions, etc., ils étaient dans sa cellule du prieuré, entreposés sur les étagères de sa bibliothèque et dans un beau désordre, à en croire l'inventaire sommaire dressé à sa mort par plusieurs moines. Qu'en est-il maintenant des manuscrits de ces grands ouvrages et de ces articles ? La plupart d'entre eux, malheureusement, n'ont pas été retrouvés, de sorte qu'on ne sait pas si cela correspond à une volonté de Don Guéranger de se débarrasser de ses notes de travail au fur et à mesure de la publication de ses écrits, ou bien si ces papiers ont été détruits après 1875. Quelques exceptions, cependant, sont à noter. On pourrait relever par exemple le manuscrit de la vie de Saint-Benoît, inachevé et inédit, aujourd'hui conservé dans les archives de Ligugé, le tome consacré à la Sainte Trinité de l'année liturgique dans nos archives, et également dans les archives de Sainte-Cécile, le manuscrit du dernier livre de Don Guéranger, Sainte-Cécile et la Société romaine. Mais il faut remarquer que ces rares témoins datent des dernières années de sa vie. Je passe à la seconde partie, les archives de Don Guéranger après sa mort et jusqu'en 1975. Après la mort de Don Guéranger, plusieurs témoins directs ont écrit leurs souvenirs. Don Guépin, Don Gottet et d'autres. Ces souvenirs sont précis, car ils fournissent la matière des biographies futures. Il faut ici mentionner le rôle décisif de Monseigneur Pie et de Mère Cécile Bruyère pour la rédaction de ce que nous appelons la Vita, document de première importance, pas seulement pour sa taille, 39 volumes manuscrits, mais aussi par les innombrables sources primaires patiemment collationnées par Mère Cécile pendant plus d'une vingtaine d'années. Mais c'est surtout Don Couturier, successeur de Don Guéranger, qui a lancé le premier travail sur ces archives. Les archivistes et les historiens lui sont redevables d'avoir reconnu d'emblée la valeur de la correspondance de Don Guéranger. Ainsi, Don Couturier, avec l'aide de plusieurs moines, a entrepris une vaste collecte quasi systématique des originaux ou des copies de cette correspondance auprès des principaux interlocuteurs et amis de Don Guéranger. Don Soltner, ici présent, qui a abondamment travaillé ces documents, affirme que ces lettres rendues après la mort de Don Guéranger sont au nombre d'environ 3000. Comment toute cette masse de documents est-elle revenue à Solesmes ? À quelle date et jusqu'à quand ? On ignore les contours précis de cette vaste entreprise. Nous n'avons pas non plus de témoignages sur leur classement, ni sur leur lieu d'entrepôt à l'époque de Don Couturier. Ces lacunes s'inscrivent dans le flou presque généralisé qui caractérise malheureusement les archives de Solesmes jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Et on peut s'interroger à juste titre sur ce constat qui serait navrant, il faut bien le dire, si on ne tenait pas compte de 3 facteurs importants que je voudrais développer maintenant. Tout d'abord, il ne faut pas oublier la suite rapide des événements qui s'enchaînent après la mort de Don Guéranger. Les expulsions de 1880 et de 1882,
la dispersion de la communauté dans le village jusqu'au début des années 1890, les troubles internes de l'année 1893, puis la construction du grand bâtiment qui occupe tous les esprits et qui est brusquement interrompu par l'exil en Angleterre jusqu'en 1922. Il faut noter que durant cette période, les archives sont pratiquement restées dans les caisses de déménagement, car l'installation spartiate dans la maison de refuge d'Appuldurcombe sur l'île de Wight, puis la construction de Coirabet, et enfin les années de la Grande Guerre, n'ont pas permis de s'en occuper sérieusement. Quant à la période de tranquillité au retour en 1922 et qui s'achève en 1940 avec l'exode et la guerre, elle est marquée par un certain nombre de péripéties, en particulier au moment de la libération en 1944, au moment du débarquement de Normandie, quand les Alliés sont venus bombarder la gare de Sablé, qui est une gare de triage. Ils en ont profité aussi pour bombarder le pont qui relie Solesmes et Juigné. Et à ce moment-là, Doncozien, un peu dans la panique, a demandé à ce que les chartes de profession, les reliques, les manuscrits de la paléographie musicale et les archives, avec le Saint-Sacrement, il ne faut pas l'oublier, soient déposés dans les caves du monastère. Il faut donc attendre les années 1950 pour avoir quelques informations, du reste très sommaires. Ainsi, grâce à la chronique de Don Ménager, nous savons que les archives de Don Guéranger, mêlées jusque-là à celles du monastère, ont été entreposées après 1894 dans de grandes armoires dans l'actuelle salle de la paléographie musicale au rez-de-chaussée du prieuré. Puis, au retour de l'exil, à partir de 1925, ces archives ont été entreposées dans les armoires de la grande salle de théologie au 3e étage de ce que nous appelons la tour de Juigné. Dans ces conditions peu favorables, toute entreprise de rangement et de consultation était illusoire, alors que les archives des autres abbés de Solesmes, il est vrai beaucoup moins volumineuses, ont fait l'objet d'un classement systématique par leurs successeurs respectifs dans une autre salle. Tous ces événements ont provoqué une situation paradoxale et c'est le deuxième élément de ma réponse. En pratique, les archives de Don Guéranger étaient sinon oubliées, du moins peu consultées et exploitées. Bien plus, les moines de Solesmes ont longtemps estimé que la biographie, du reste imposante et très fouillée, de Don Guéranger, rédigée par Don Delatte en 1909, ils ont estimé que cette biographie avait tout dit, que rien ne pouvait y être ajouté et que, partant, il n'était pas nécessaire de s'intéresser à nouveau aux archives de Don Guéranger. Seuls les abbés de Solesmes avaient à leur disposition quelques recueils de textes dactylographiés. On peut aussi mentionner quelques travaux de recherche faits par quelques moines de Solesmes, surtout à partir des années 1950, pour les conférences aux Amis de Solesmes. Les plus anciens se souviennent peut-être des conférences de Don Desmazis, de Don Tissot, de Don Robert, de Don Ourlier. Il y avait tout de même, il faut le reconnaître, un socle commun, si petit soit-il. L'année liturgique était lue et étudiée, et elle l'est encore. Les générations successives de novices ont lu et lisent encore, bien sûr, le règlement du noviciat, et ces mêmes novices se passaient les cahiers de notes prises aux conférences de Don Guéranger au chapitre. Les anciens que j'ai pu interroger sur ce point sont tous unanimes, et la conclusion, c'est que, assurément, la vie et l'enseignement de Don Guéranger étaient connus et vécus, mais les archives, elles, sommeillaient dans leur tour. Et du même coup, et c'est le troisième élément de ma réponse, lorsque la forte personnalité de Don Delatte est apparue dans l'histoire de la communauté au tournant décisif de l'exil en Angleterre, Don Guéranger a été d'une certaine manière éclipsé. Il n'y eut évidemment pas de volonté d'occulter Don Guéranger. Les célébrations des 2 centenaires de 1933 et 1937 sont là pour nous prouver le contraire. Mais il reste que pendant des décennies,
C'est la doctrine monastique et spirituelle de Don de Lattre, très structurée et imposante, qui a été mise en avant dans la communauté et par les pères maîtres des novices, qui d'ailleurs parlaient peu de Don Guéranger, sauf pour la liturgie. Le contraste est ici flagrant. À la différence des quelques cahiers de conférences de Don Guéranger, réécrites a posteriori par les moines, on ne compte plus les exemplaires dactylographiés des conférences, des homélies, des notes et même des recueils de paroles de Don de Lattre, dont l'influence s'étend tout au long du XXe siècle. Je passe à la troisième partie, les travaux entrepris pour le centenaire de 1975. La situation que je viens d'évoquer va progressivement évoluer et en profondeur à l'occasion du centenaire de la mort de Don Guéranger en 1975. Remarquons d'emblée que ce centenaire a été célébré dans un contexte particulier, celui de l'après-concile, où les communautés monastiques et religieuses étaient invitées à revenir aux sources de leur histoire et à réactualiser leur mission à la lumière du charisme de leur fondateur. C'est dans ce contexte que les archives de Don Guéranger ont été l'objet d'une nouvelle attention. Et il faut reconnaître ici, je tiens à lui rendre hommage, le rôle de Don Soltner. De par sa formation universitaire d'historien et sa charge d'archiviste, il a été la cheville ouvrière de la partie historique du centenaire et notamment du colloque d'octobre 1975. Son travail a consisté tout d'abord à bien séparer les archives de la communauté de celles de Don Guéranger, en entreposant ces dernières dans une salle distincte. Il s'est ensuite investi dans la rédaction d'un inventaire dactylographié pour chaque boîte. Ces listes ont eu le mérite d'exister, même si elles présentaient plusieurs défauts que nous exposerons plus loin. Enfin, Don Soltner a dépouillé de façon systématique les archives de Don Guéranger pour la rédaction de la nouvelle biographie parue à cette occasion. Ce travail de consultation était avant tout documentaire et informatif. Don Soltner n'a pas rédigé un classement en bonne et due forme et les archives sont restées telles quelles. Il en va autrement cependant pour la correspondance, puisque mon prédécesseur a composé plusieurs tables et index manuscrits analytiques, chronologiques, nominatifs, avec même parfois des sous-catégories, évêques, moines, religieux, postulants, amis, éditeurs, etc., qui sont autant d'instruments de travail précieux et toujours utiles. Ces index ont permis de classer les lettres par dossier, et à ce moment-là, Don Soltner a souhaité que plusieurs correspondances soient publiées intégralement. Mais il faudra attendre les années 1990 et surtout après l'an 2000 pour voir une série de publications de correspondances. Le colloque de 1975 a été accompagné d'une exposition montée par Don Soltner et Don Leméoté, ici même à la Marbrerie. À cette occasion, la première depuis 1875, une abondante documentation, en particulier iconographique, a été présentée aux moines et au public qui a pu voir, par exemple, rassembler les différents portraits de Don Guéranger, quelques documents manuscrits conservés, ou encore les dessins et photographies des bâtiments permettant de voir l'évolution architecturale de Solesmes sous son abbatiat. Enfin, plusieurs photographies de ses nombreux amis et connaissances. Cette exposition et les travaux et recherches entrepris pour le colloque ont indéniablement remis en lumière la personnalité de Don Guéranger, à la fois dans la communauté et à l'extérieur, notamment dans les milieux universitaires. Cependant, il faut préciser que ces milieux universitaires n'ont pas consulté de façon approfondie les archives de Don Guéranger, qui n'étaient toujours pas disponibles en l'absence d'un classement et d'une salle de consultation. Pour clore cette troisième partie, je voudrais à titre significatif simplement noter qu'en 1975, c'est-à-dire 100 ans après la mort de Don Guéranger, son autobiographie n'était toujours pas éditée. Elle était en grande partie évidemment reprise par Don de Lattre dans sa biographie, mais il faut attendre les années 1980
pour une première dactylographie à usage interne, et ça n'est qu'en 2005, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Don Guéranger, que nous avons la première publication de l'autobiographie de Don Guéranger. Et je passe à la quatrième partie, donc de 1975 à nos jours. Après le colloque du centenaire, il n'y eut pas d'avancée notable dans la gestion des archives de Don Guéranger, malgré les demandes et l'élan suscité. Cependant, les conférences de ce colloque ont été diffusées en interne dans tous les monastères de la congrégation, et il n'est pas malvenu d'affirmer que ce colloque a été la cause d'une prise de conscience renouvelée, approfondie et plus largement partagée de la personnalité de Don Guéranger et de son rôle dans l'histoire de l'Église au XIXe siècle. Ainsi, un peu plus d'une dizaine d'années après le colloque de 1975, en 1987, le chapitre général de notre congrégation a décidé d'entreprendre les démarches pour l'ouverture de la cause de béatification de Don Guéranger. Mais, face aux difficultés et à l'ampleur de la tâche, une phase préparatoire a été jugée nécessaire, avec pour objectif de classer, répertorier et analyser les écrits de Don Guéranger, ce qui n'avait pas été encore fait de manière systématique. De plus, un travail considérable de recherche des documents à travers les dépôts d'archives à l'extérieur du monastère s'imposait, travail qui lui aussi n'avait été fait que par tel ou tel chercheur à l'objectif limité. Prudemment, cette phase préparatoire a été ouverte pour une durée indéterminée, car tout dépendait du personnel mis à l'œuvre et de sa disponibilité. Une équipe a été constituée à Solesmes, et on doit ici rappeler le nom de Don Guy Houry, qui, en dépit de son long séjour aux USA, s'est acquitté de sa fonction, pourrait-on dire, de pré-postulateur de la cause. Et sous son impulsion, donc à partir des années 1990, les archives de Don Guéranger ont été bien reclassées. Mais l'inventaire restait primitif, selon le mot de Don de Préville, qui a succédé au père Houry. Et évidemment, il n'était pas encore question de cotation des documents. Malgré tout, cette nouvelle disposition a permis un important travail de dactylographie, correspondances, journaux de voyage, d'hier, articles, mené par plusieurs moines de Solesmes, travail qui a abouti à la trentaine des volumes de ce que nous appelons l'édition interne, avec des introductions, des notes et des tables. En parallèle, la fameuse Vita de Mère Cécile a fait l'objet d'une saisie informatique qui est toujours en cours, comme vous nous le rappeliez hier. La phase préparatoire s'est achevée en décembre 2005 avec l'ouverture officielle du procès à l'évêché du Mans. Il ne m'appartient pas ici d'en retracer la suite jusqu'à aujourd'hui. En 2005 également, des rencontres et des publications organisées pour le bicentenaire de la naissance de Don Guéranger ont été données surtout par des intervenants monastiques, la plupart du temps sur des thèmes à partir des écrits déjà publiés de Don Guéranger, de sorte que, à nouveau, les archives n'ont été que peu consultées. Et nous arrivons aux 5 dernières années, durant lesquelles l'ensemble des archives de Solesmes, y compris le fonds Don Guéranger, a fait l'objet d'une refonte générale à partir de 2020. Le classement établi par Don Soltner s'est avéré inadapté et inutilisable, car les documents étaient rassemblés par thème et comme dans une bibliothèque, au lieu de suivre le principe si important en archivistique du respect des fonds. Je vous donne un exemple. Plusieurs boîtes étaient intitulées « Liturgie », sans autre indication, et tout y était mêlé. Des documents émanant de plusieurs congrégations romaines, de l'évêché du Mans, des notes manuscrites de Don Guéranger pour le cérémonial, etc. On y trouvait sans distinction des originaux, des copies et des photocopies. De plus, les boîtes, dont certaines dataient de l'époque de Don Couturier, trop abîmées et peu pratiques pour le rangement, ont été progressivement remplacées. L'ensemble de ce vaste travail a été mené sous la direction du père Guillemard, avec beaucoup d'efficacité,
Et on peut dire que l'on s'approche aujourd'hui d'un cadre de classement presque définitif. Ces conditions étant propices à un travail scientifique, nous avons fait appel récemment à un jeune chartiste fraîchement diplômé afin d'établir l'inventaire informatisé et surtout, enfin, la cotation des archives de Don-Guéranger, en se rapprochant le plus possible de la norme ISAGE, en français la norme générale et internationale de description archivistique. Une première tranche de travaux a été menée à bien, portant sur la correspondance de Don-Guéranger avec ses moines, et enfin, l'ensemble du fonds Don-Guéranger, jusque-là entreposé sous les combles, a été relocalisé afin de faciliter le travail de la postulation. On espère que ça vous convient. Et j'en viens à la conclusion. Pour conclure cette brève présentation historique, disons que les archives de Don-Guéranger se présentent à nous aujourd'hui comme un fonds important par sa valeur historique et son volume, à peu près une bonne vingtaine de mètres linéaires, sans compter l'iconographie et les multiples volumes édités. La plupart des documents sont des originaux manuscrits, fragiles et précieux. Ce fonds a été sauvegardé malgré les péripéties de son histoire, vieille de plus de 150 ans. Il n'a pas subi de sinistres, dégâts des eaux ou incendies. Et si nous pouvons déplorer malheureusement quelques pertes, il nous est parvenu bien conservé. Les papiers ne sont pas oxydés et les encres sont lisibles. Il n'y a pas de documents détériorés qui nécessiteraient une restauration. Les anciennes boîtes ne permettant pas un conditionnement optimal ont été remplacées, je vous le disais, au fur et à mesure. Jusque-là, elles étaient entreposées dans des placards, ce qui a protégé les archives de la lumière et de la poussière, de l'humidité et des micro-organismes. Elles sont désormais entreposées sur des étagères métalliques dans un magasin dont l'accès est sous clé réservé. On peut considérer ce fonds d'archives désormais clos, même si de temps en temps on trouve une lettre à vendre, par exemple sur des sites internet de collectionneurs. Mais c'est rare. Ce fonds est aujourd'hui accessible tout en étant protégé par un règlement de consultation. Les nouveaux locaux et la rédaction en cours de l'inventaire ont pour objectif de faciliter la recherche et la valorisation de ce fonds, et tout particulièrement dans le cadre de la cause de béatification. Si la quasi-totalité des archives de Don-Guéranger, ou qui le concernent, se trouve à Solesmes, il faut toutefois mentionner, et j'en termine par là, d'autres lieux de dépôt. Ce sont en premier lieu, évidemment, les abbayes fondées par Don-Guéranger, Ligugé, Marseille, qui se trouve aujourd'hui à Ganagobi, et puis plus tard, Silos, Clairvaux, sans oublier Sainte-Cécile. Ces divers lieux conservent donc quelques correspondances, des conférences spirituelles, des notes de retraite, des chroniques, des souvenirs et des témoignages. À cela, il faut ajouter bien sûr les archives vaticanes et romaines. Le rapport de mission de repérage effectué en 2008-2009 par M. Rousseau, c'est un rapport qui totalise près de 130 pages. Donc le travail, est conséquent. Et dans une moindre mesure, il faut aussi mentionner les archives de plusieurs diocèses, Le Mans, Poitiers, Orléans, Reims, Paris, bien sûr. Également les archives départementales de la Sarthe, du ministère de l'Intérieur, section des cultes, et le ministère des Affaires étrangères. Tous ces dépôts n'ont pas tous été explorés de façon exhaustive. Il reste donc du travail qui s'annonce long, mais qui est enthousiasmant. Je vous remercie. Je crois que l'on peut remercier chaleureusement Don Couillou. À travers votre exposé sont apparus de façon chronologiquement bien située tous ces noms que nous célébrons depuis toujours: Don Couturier, Don Delattre, Don Préville, Don Guillemard, Père Guillemard, qui est ici parmi nous de ce monde, voilà, qui fait un travail considérable, nous le savons bien.